Alors, bah voilà, je vois qu'il est quasiment 21 heures. Pour l'instant, je ne vois que Saturne en image fixe. Oui, tout à fait, c'est normal. En fait, c'est une photo de Cassini que j'ai reconstituée, tu sais, comme j'aime bien faire. C'est ma présentation, en fait, avec ma petite trogne et tout. J'attends 21 heures. Voilà, il est 21 heures, donc on va pouvoir commencer. Alors, je disparais. Hop là. Voyons combien j'ai de lag. Ok, ouais, 3 secondes, c'est que dalle. Et voilà. Donc, ceci, eh ben, c'est chez nous. C'est notre très belle galaxie. Alors, je peux la rendre encore plus brillante, bien que là, j'avoue, je triche un petit peu déjà. Elle n'est pas, probablement pas aussi brillante vue depuis l'espace. Là, j'accentue un petit peu, donc on voit le très beau bulbe central. On voit pas extrêmement bien la barre qui est de part et d'autre du bulbe central, mais enfin on la devine un petit peu. Donc c'est une galaxie spirale. Oui, alors je vais faire comme si tout le monde n'était pas, parce que je sais que j'ai la moitié de grands passionnés d'astronomie là, mais voilà, je vais mettre tout le monde au même niveau. Je vais faire un peu comme si tout le monde était débutant. Euh, donc on est dans une galaxie qui est une forme de galette, si on veut, qui est très aplatie, en forme avec des bras spiraux, qui est donc très fine. Voilà, si on la regarde par la tranche, son épaisseur est à peine, même moins d'un dixième de son diamètre. Donc en termes de taille là-dedans, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le moindre petit point que vous pouvez voir, c'est un système solaire entier. Le plus petit point que vous pouvez imaginer. Là, par exemple, il y a un petit point rouge que vous allez voir, voilà, qui bouge un peu au centre. Bah, c'est une étoile orange un petit peu éloignée de, du disque de la galaxie, mais qui en fait quand même partie. Donc ça, ce petit point orange, là, c'est déjà un système solaire comme le nôtre. Juste le point en lui-même. Parce que la lumière de l'étoile irradie autour, c'est un peu comme une ampoule éclairée. Il y a un halo de lumière autour. Donc ce truc-là, cette galaxie, la Voie lactée, est absolument gigantesque. Elle fait 100 000 années-lumière. Donc je vous rappelle qu'une année-lumière, c'est environ 10 000 milliards de kilomètres. Voilà, c'est absolument gigantesque. C'est au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Donc nous, on est là-dedans. Je vais vous faire apparaître l'endroit où on est. Des galaxies comme ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais il y en a des milliers de milliards en fait. Nous, on est voilà, là où le petit pointeur, l'espèce de réticule est apparu. Ça, c'est notre système solaire. Alors au centre de cette galaxie, là où ça brille énormément, on me demande très souvent dans Séance de Planétarium pourquoi est-ce que ça brille autant, mais en fait c'est tout bête, c'est la gravité qui a ramené énormément d'étoiles de soleil. C'est la même chose, étoile-soleil, d'étoiles, donc de soleil au centre. Il y a environ 5 milliards de soleils dans une zone très petite en fait. Donc s'il y a énormément d'ampoules ou de lampadaires au centre-ville, le centre-ville brille beaucoup. C'est exactement la même chose. Une galaxie, c'est une ville d'étoiles et de planètes, et comme une ville, il y a des lumières pour éclairer tout ça, et ces lumières, c'est les soleils. Et on est en périphérie blandine, oui. Enfin, oui et non, en fait. Normalement, on est à mi-chemin du centre et du bord. Le truc, c'est que c'est très dur. Autant le centre, c'est facile de le voir parce qu'il brille vraiment. Autant le bord, c'est un peu. Voilà, c'est un peu comme dans une ville. S'il n'y a pas le panneau avec le nom de la ville barré, il n'apparaît pas sur tous les chemins vicinaux de l'extérieur de la ville. On ne sait plus trop quand est-ce qu'on est sorti de la ville. On remarque qu'il y a de moins en moins de maisons, mais à quel moment on est vraiment sorti de la ville. Bon, c'est un peu pareil pour une galaxie. C'est un peu dur de définir la limite, mais voilà, nous on est à 25 000 années-lumière du centre, et donc à 25 000 années-lumière de la bordure estimée, quoi. Alors, on va rentrer là-dedans. Vous voyez la bordure extérieure, oui, pour les fans de Star Wars, c'est ça. En le disant, je me suis dit, mince, je rentre dans un truc là. Donc voilà, juste, je trouve ça intéressant de le noter. La galaxie fait 100 000 années-lumière, et là on est à une distance justement de 100 000 années-lumière. C'est un peu comme si on regardait la Terre à 10 000 km de la surface. Voilà. Salut Space Vegetable. Sous l'effet de la gravité au centre, notre système solaire aussi se rapprochera de ce dernier. Alors, c'est une excellente question. En fait, notre système solaire, il est entraîné par la vitesse de son étoile, qui est elle-même. Salut Adrien, classe ton petit chat. Tiens, t'arrives juste au moment des questions physiques. Ah là, j'ai la pression là, il faut que j'explique un truc de physique avec Adrien Chevalier dans la salle.
Donc notre système solaire tout entier est emmené par sa vitesse propre, qui est d'environ 800 000 km/h, en ligne droite, parce que dans l'univers, tout objet se déplace en ligne droite. Mais de proche en proche, les courants gravitationnels de toutes les masses qu'il y a autour et qui effectivement sont de plus en plus nombreuses en direction du centre, notre système solaire décrit une orbite elliptique, écrasée, une sorte de cercle, quoi. Voilà. Les mystères de la matière noire, bah, j'en sais rien. Mais tu sais, bizarrement, quand il y a 2 secondes, je disais que c'est difficile de délimiter la bordure de la galaxie, bah, quelque part, on sous-entend déjà le problème de la matière noire, en fait. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de Space Vegetable. Nous n'allons pas nous rapprocher au centre parce qu'en fait, on a une vitesse qui fait que voilà, on va rester dans ce courant gravitationnel de milliers d'étoiles et on fait le tour de la galaxie en environ 200 millions d'années. Donc si on remonte le temps, il y a 200 millions d'années, pour revenir au même endroit, il y avait des dinosaures à notre place et peut-être qu'il y avait un vélociraptor en train de streamer. Alors, on va rentrer donc dans notre galaxie. Je vais enlever le petit texte parce que j'aime bien quand c'est un peu immersif. Voilà, les trucs rouges, en fait, c'est des zones de création d'étoiles où il y a beaucoup de gaz moléculaires. Donc voilà, là on est rentré dans la galaxie, on est rentré dans le bras. D'ailleurs, oui, tiens, j'ai pas dit le nom des bras. Le bras dans lequel on se trouve, nous, qui est un tout petit bras entre 2 bras principaux, entre le bras du Sagittaire et le bras de Persée, s'appelle le bras d'Orion. Voilà, comme la constellation du même nom. Alors, la question piège que j'aime bien poser une fois qu'on est rendu là, à l'intérieur de la galaxie, c'est trouvez-moi des constellations. Et là, c'est pas gentil. Oui, Blandine, c'est ça. Un peu comme chaque planète reste sur son orbite, à concurrence de passage d'autres planètes, étoiles, etc., qui peuvent désorbiter, rendre le système plus chaotique qu'il n'est. Donc voilà, non, effectivement, Simon, tu as complètement raison. On ne peut pas reconnaître de constellation là, c'est complètement impossible. Si je regarde la distance, on est à 1876 années-lumière de notre Soleil. Et, euh, et donc, il n'y a tout simplement pas de constellation connue ici. En fait, toutes les constellations qu'on connaît, elles sont, si je reviens en arrière, je remets voilà, le petit pointeur. Ben, en gros, c'est simple. Imaginez qu'il y a un carré entre les 4 petites flèches là qui sont apparues. Et ben, toutes les constellations que vous connaissez, toutes les étoiles que vous voyez sont là-dedans. Donc, quand là, on rentre et qu'on est encore très loin de notre Soleil, eh ben, il n'y a tout simplement aucune étoile que vous voyez la nuit, là. Celles que vous voyez là, vous les avez en vrai jamais vues. Alors, on va continuer à avancer. Bon, je vous parle même pas de la vitesse là qu'on a, hein, ça veut rien dire. On se promène vraiment. Rien ne peut aller à cette vitesse-là. Alors, quand on verra un petit point jaune apparaître, alors voilà, je crois... Ouais, là on voit un petit point jaune apparaître, on ne doit pas être très loin de notre système solaire. On est à 34 années-lumière. Alors là, c'est intéressant. Je vais appuyer sur la touche qui fait apparaître les constellations. Peut-être qu'il y en a une ou deux ou trois qui vont avoir un aspect qu'on va reconnaître et les autres non. Voilà. Oui, alors effectivement, le Bouvier, pour ceux qui le connaissent, Bootis en anglais, on le reconnaît un peu. La couronne boréale, non franchement il n'y aurait pas écrit couronne boréale, jamais je la reconnaîtrais. Ouais, voilà, c'est ça. En temps propre pour le Faucon Millenium c'est possible, mais sinon on ne peut pas se déplacer à cette vitesse-là. Donc là on est à 35 années-lumière du système solaire, c'est-à-dire que c'est la banlieue de chez nous en fait. À l'échelle de la galaxie, on est dans la banlieue. Et pourtant, on ne reconnaît encore pas le ciel au niveau des étoiles, des constellations. Allez, on continue à avancer. Et là, eh ben, les constellations prennent leur forme. Regardez en bas. On a le lion, là, qui ressemble bien au lion. La grande ours, qui ressemble bien à la grande ours. La petite ours, voilà. On est arrivé devant chez nous, en fait. On n'est pas encore chez nous, mais on est devant chez nous. Et là, si je fais apparaître les infos, voilà, on n'est plus qu'à une année-lumière. Donc vraiment, on est à 10 km de chez nous, quoi.
Donc cette étoile qui brille fort, évidemment, c'est le Soleil. Et ben on va rentrer chez nous. Alors, je nous ai déjà bien fait rentrer. Donc, l'orbite la plus grande, qu'on voit la plus proche de nous, du coup, hein, c'est Neptune. Donc on a Neptune ici. Là, on a Uranus, Saturne, Jupiter, et on ne voit pas, enfin, on les devine à peine, je ne sais pas si vous les voyez, si vous êtes en plein écran peut-être, on devine à peine les orbites internes du système solaire, c'est-à-dire Mars, Terre, Vénus et Mercure. Je vais enlever les constellations, parce que ça nous perd un petit peu, et je vous propose, comme ça rapidement, parce qu'on peut le faire, donc je ne vois pas pourquoi s'en priver en fait, d'aller jeter un œil, non pas à Neptune et aux planètes, mais aux planètes naines. Donc je vais les faire apparaître. Tac. Voilà. Là, j'ai fait apparaître les planètes naines. L'immense orbite, qu'on voit par la tranche, là, de manière orthogonale, maintenant, qu'on voyait par la tranche, pardon, et qu'on voit de manière orthogonale, on va dire, et qui est ici, que je vais mettre au milieu de l'écran, là, c'est Eris. Alors, c'est à cause d'elle et d'un astronome qui s'appelle Mike Brown que Pluton a été déclassé il y a maintenant 17 ans, en 2006. Quand on a découvert Eris, alors vous voyez, j'ai fait apparaître les infos, là on voit qu'elle fait 2326 km de diamètre. Pluton fait 2340 de mémoire. Et Eris était supposé faire 2360. Vous voyez, ça se joue à pas grand chose. Hein. Mais en fait, ces 20 km de plus de diamètre ont vraiment posé un problème. Parce qu'on se disait, bon, ok, on a découvert un truc qui est un peu plus gros que Pluton, qui tourne directement autour du Soleil. Alors ça a beau être très loin du Soleil par rapport aux planètes qu'on a l'habitude de connaître, de voir dans les livres, il n'empêche que elle répond à tous les critères d'une planète. C'est-à-dire que elle est en orbite directement autour du Soleil, elle est bien ronde, et donc on doit la considérer comme une planète. Sauf que on avait déjà découvert pas mal d'autres objets comparables, d'autres trucs ronds qui orbitent directement autour du Soleil et qui sont plus ou moins loin au-delà de Neptune. Donc en fait, on se retrouvait facilement avec 12, 13, 14 planètes dans le système solaire. Et donc, hop, voilà, comme on la verrait plutôt hein, depuis l'espace, même éclairé par le Soleil, là on est très loin, on est à une centaine d'unités astronomiques, donc c'est vraiment très loin, 100 fois 150 millions de kilomètres, 100 fois en gros la distance Terre-Soleil. On s'est dit, bon, il va falloir trouver une solution. Soit on est prêt à devoir changer les, les manuels scolaires avec le nombre de planètes tous les 3 mois dès qu'un astronome de type Mike Brown, donc c'est la deuxième personne qui est responsable du déclassement de Pluton, après, enfin la première personne et le deuxième responsable en tout cas après Eris, enfin c'est lui qui a découvert Eris pour dire les choses clairement, Mike Brown. Soit on crée on trouve un autre moyen de ne pas modifier les manuels comme ça tous les 6 mois. Et donc ce moyen qui a été trouvé, qui a fait un petit peu scandale d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait environ 25% des gens présents lors du vote, des gens qui auraient dû être présents, ça a été donc de créer une nouvelle classe, la classe des planètes naines, et de dire que Pluton faisait partie des planètes naines et que tous les objets qu'on trouverait au-delà de Neptune, sauf cas vraiment particulier, seraient donc des planètes naines. Et donc c'est ce qui s'est passé pour Eris aussi. Alors il se trouve qu'en fait elle est légèrement plus petite que Pluton, mais tellement peu que en fait, c'était tout à fait légitime de poser cette question. Alors Eris elle a une particularité aussi, c'est que elle a une lune. Est-ce que je vais la trouver sa lune? Oui voilà, elle est là. Dysnomie. Cette lune est vachement grosse par rapport au diamètre d'Eris. Hop. Et alors je vous en ai parlé, on va le faire. Hein. Je vous disais que ce qui est assez classe avec ce logiciel, c'est qu'on peut se poser à peu près où on veut. Ah, excusez-moi, j'ai pas lu, ça fait un moment je m'écoutais parler. Combien on a recensé de planètes naines? Alors, il y a 5 planètes naines officielles et il y en a environ 4 de plus qui attendent d'entrer dans, le, dans le cercle fermé des planètes naines. Il y a donc les vraies planètes naines reconnues. Hein. Donc c'est Eris, Omea, Makemake et
C'est pas Sedna. Eh ben, elle m'échappe. Eris, Omea, Makemake, et je sais plus. Et les autres, non. Alors Xena, voilà, elle fait partie. Mais oui, Pluton. Merci Blandine. Merci. C'était tellement évident. Pluton, bravo. Euh, voilà, ouais, il y en a d'autres. Oui, voilà, Xena, c'est Eris, t'as tout à fait raison. Il y a Eris, il y a Far Out, il y a Far Out. Voilà, il y en a quelques-unes qui attendent d'entrer euh, dans le cercle. Je regarde les autres questions. Donc, est-ce qu'elle a nettoyé son orbite, Eris? Bah non, parce qu'elle est dans la ceinture de Kuiper. En fait, personne n'a nettoyé son orbite dans la ceinture de Kuiper. Mais tu sais, j'en parlais avec un astronome, Blandine. C'est du pipeau, cette histoire de nettoyer son orbite. Parce que, en fait, si tu regardes, et ça c'est connu de tous, hein, donc ça montre vraiment qu'il y a une mauvaise foi là-dedans. Euh, Pluton, c'est rare, mais son orbite l'a fait entrer parfois dans le système solaire externe, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de nous que Neptune, Pluton. C'est rare, mais ça arrive. Donc elle croise l'orbite de Neptune. Donc, selon toute logique, bah oui, selon toute logique, Neptune n'a pas nettoyé son orbite, quoi. Voilà. Donc le critère qui a permis d'exclure Pluton, il permettrait d'exclure aussi Neptune. Donc c'est vraiment bidon, enfin bidon. C'est pas scientifique, quoi. Il y a vraiment c'est vraiment de la nomenclature uniquement. Et par contre, je comprends qu'il y avait ce besoin, voilà, de dire bon, qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles planètes et tout. Est-ce qu'on crée voilà, c'est tout à fait logique. Mais c'est pas du tout, comment dire, c'est pas juste pour Pluton de l'avoir viré. Nettoyer son orbite, c'est qu'il n'y ait qu'un corps sur l'orbite de la planète. Oui, mais du coup, il faut pas qu'elles croisent l'orbite d'autre chose. Oui, 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 mais leurs orbites se croisent, donc tu vois, c'est un peu, je trouve ça un peu pourri quand même. Bref, on peut se rapprocher et même se poser. Hop, on va se poser sur dysnomie. Voilà. Donc ça, c'est mon grand jeu d'aller me poser sur des mondes comme ça qui sont à des distances hallucinantes. Bon, alors évidemment, je vous le précise, hein, mais ce sol, il n'a pas été imagé avec autant de précision. Je crois même qu'on n'a aucune image en fait, hein, de dysnomie, voire même on n'a aucune image d'Eris. D'ailleurs, j'ai prévu le truc, regardez. À mon sens, la seule image qu'on a d'Eris, c'est ça. Tac. Donc, on a Eris et dysnomie à gauche. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir imager le sol de dysnomie. euh, Ah, Neptune et Pluton se croisent jamais parce qu'ils sont en résonance. D'accord. Alors c'est possible, effectivement. Ouais, c'est possible. Je peux vérifier, mais oui, tu dois avoir raison. Merci de la précision, Simon. Donc voilà la seule image qu'on a d'Eris et dysnomie. Mais voilà, ça n'empêche pas du tout, avec des méthodes dites procédurales, d'avoir un sol et de se balader dessus. Hop là, on survole dysnomie. Oh, on a une jolie zone là, dites donc. Oh, c'est rigolo ça. Ah, j'avais jamais découvert ça. Enfin, en fait, si, je l'avais vu de haut, mais je pensais que c'était un bug d'affichage. Ah, c'est génial. Alors, est-ce que c'est les programmeurs qui se sont tapés un trip? Bah oui, oui. Parce qu'évidemment, on connaît pas la surface de ces mondes, donc je pense vraiment que là, on est dans le délire des programmeurs. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est plutôt rigolo. Alors, bon, on va pas passer notre nuit sur Dysnomie et Eris. Donc, on peut prendre un peu de champ. Hop. Et on va passer... Bon, on va survoler Pluton quand même. Alors. Donc on voit voilà, que c'est un peu le bazar, hein, les planètes naines, parce que voilà, on voit bien là, sur cette image qui va apparaître chez vous. Alors attends, pardon. Ces méthodes peuvent se tromper. Tu parles de quelle méthode? Des méthodes procédurales? Ah oui, oui. C'est même pas qu'elles se trompent, c'est que c'est de l'imagination par intelligence artificielle. Oui, oui, oui. C'est juste une manière de représenter des choses dont on n'a pas d'informations, quoi. C'est tout. C'est vraiment. Voilà. C'est même pas qu'on se trompe, c'est qu'on invente. On invente, mais à partir de plus de données possibles quand même. Typiquement, voilà, on met pas n'importe quelle couleur. On sait que. Ah, c'est mon chat qui met du bazar. On sait que. ChatGPT fait de l'astronomie. C'est ça. Ah non, mais ChatGPT, oh là là. Qu'est-ce que je m'amuse avec lui. Il fait n'importe quoi, c'est vraiment rigolo.
Désolé, mon chat, tu vas arrêter. Bon, attendez, je vais lui enlever parce qu'il va nous casser les pieds sinon. Deneb, t'es mignon, mais tu fais trop bonito. Bah ouais, je sais. Excusez-moi, me revoilà. Donc, on disait. Ouais, on parlait des orbites. Comment il s'appelle le chaton? Alors, c'est un sacré chaton de 5 kilos, il s'appelle Deneb. Voilà, voilà, voilà. Et l'autre, elle s'appelle Zeta, qui est le dernier nom des constellations. Oui, et Deneb, voilà, Deneb, c'est. Mais ils savent en fait. Ma femme dit ce que c'est pour ceux qui savent pas. Non, oui, Deneb, c'est la queue du cygne, par exemple. Denebola, c'est la queue du lion. Voilà, en arabe, c'est la queue en fait. Et il y a beaucoup d'étoiles qui s'appellent Deneb. Et Zeta, c'est le dernier nom des. C'est la lettre. Enfin, voilà, c'est l'équivalent du Z dans l'alphabet latin. Et. Enfin, français, pardon. Et c'est la dernière étoile des constellations, Zeta. Donc, oui, je disais. Voilà, notre système solaire, on voit que c'est un plan. Hein. Notre Soleil est est au centre des orbites là, qu'on voit en ligne. Donc ça, c'est les orbites vertes fluo, on va dire. C'est les 8 planètes qu'on connaît. Et les orbites vert foncé, ce sont les planètes naines. Et on voit qu'elles ne sont pas du tout sur le même plan. Et donc la première à sortir de ce plan, qui est au fond sur l'image là, évidemment, c'est Pluton. Alors j'ai pas mal d'astéroïdes là qui m'embêtent. Je sais pas pourquoi le simulateur croit que je vais aller voir des astéroïdes toujours. Hop. Alors Pluton, il m'a un peu déçu la première fois que je l'ai vu sur ce simulateur. Puis en fait j'ai compris pourquoi ils ont fait ça. Il y a une partie qui est très très belle, la partie avec le cœur. Voilà. Alors je peux faire tourner le temps pour qu'on voit bien son cœur. Et une partie qu'on voit là qui est très moche. Et en fait, c'est assez logique. C'est que justement, ils n'ont pas fait du procédural. Voilà, on voit bien le cœur là. Tac. Hop. Voilà, on voit la jolie plaine gelée de Pluton. Donc c'est de l'azote. Hein. C'est de l'azote gelé. C'est voilà, de la neige d'azote quoi. On peut survoler aussi. Donc les parties très belles, en fait, c'est l'imagerie de New Horizons qui a fait un survol très très rapproché de Pluton en 2015. Et les autres parties, voilà, c'est les parties qui n'ont pas été imagées. Donc, enfin, qui n'ont pas été imagées de près, en fait. Écrasons-nous sur Pluton, c'est sympa. Sploc. Voilà. Nous voici écrasés dans les plaines gelées de Pluton. Et on peut faire un truc super sympa que j'avais montré à Simon d'ailleurs. Tiens, au loin, là, on voit la nébuleuse d'Orion. On peut voir un lever de soleil sur Pluton et on peut voir l'atmosphère de Pluton parce que c'est ce que nous a permis de découvrir New Horizons. Alors je crois qu'on s'en doutait déjà depuis un moment. Ouais, elle était dingue cette mission, c'est clair. C'est que Pluton a une véritable atmosphère avec des variations saisonnières qui sont dues aux variations de son orbite en fait. L'orbite de Pluton est très excentrique, donc Pluton se rapproche et s'éloigne. Attendez, je vais m'élever un peu parce qu'on va être trop lent sinon. Comme la distance au Soleil de Pluton varie beaucoup, ces températures ont beau rester négatives, il y a un échauffement de la surface de par le rayonnement solaire. Et du coup, voilà, ça fait dégazer la neige, l'azote de Pluton et le méthane de Pluton. À tel point d'ailleurs que certains considèrent que Pluton est plus une comète géante qu'autre chose. Alors je crois que j'ai raté le Soleil, il me semble qu'il est là-bas, voyons. Il serait où le Soleil? J'aurais aimé vous montrer un genre de lever de soleil sur Pluton. Où est le soleil? Je suis nul. Alors, il devrait être là-haut. Ok, je suis très nul. Alors, on va faire ça avec un peu de méthode. Tac. Donc, logiquement, vu l'éclairage, le soleil doit être par là. Ok. Je ne le trouve pas.
Tac. Bah si, pourtant, c'était là où j'allais. Ah, mais il était super loin, en fait. D'accord. Ok, super loin. Donc c'est galère. Je vais quand même y arriver. On va tout simplement s'approcher du côté nuit de Pluton. Voilà. Ah, je suis désolé, là j'avoue que je navigue très mal. Tac, voilà. Voilà. Ah bah, je m'en suis enfin sorti. Donc voici la fameuse atmosphère de Pluton. Si je la fais disparaître, on voit bien la différence. Voilà, c'est ce genre de choses que New Horizons a permis de découvrir. Donc si je passe par derrière comme ça, voilà, là on devrait avoir un genre de petit lever de soleil. Voilà. Voilà, vous voyez l'horizon bleuté qui apparaît. Et voilà, vous pourrez dire que vous avez vu le soleil se lever sur Pluton. Tac. C'est classe quand même. On peut même zoomer si on veut. Ah, zut. Tac. Voilà, vous avez bien fait de venir quand même. Hein, un petit lever de soleil sur Pluton. Hop. Alors, on va reprendre notre vue normale. Tac. Ouais, désolé, j'ai un petit peu galéré. Et ben, on va aller voir Neptune. Oui, alors on peut préciser voilà, que le couple que forment Pluton et Charon, donc avec la lune principale de Pluton, qui en a plein, des lunes, elle a plein de petits trucs. C'est un couple assez étonnant parce que, comme dans le cas d'Eris et d'Isnomie, Charon fait la moitié du diamètre de Pluton. Donc c'est vraiment un lever ou un coucher de soleil plutôt orange que bleu. Ouais, oui, oui, tout à fait. L'atmosphère est bleue en permanence, et donc lui il est apparu plutôt bizarre vu que c'est du N2, je m'attendais à un ciel un peu orangé. Ouais, 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 ouais. Mais moi aussi, ça m'a surpris. Après, est-ce que, est-ce que les images de New Horizon avaient cette teinte bleutée? Ça, je sais pas. Je sais pas. Je crois que j'ai jamais vu que des simulations, en fait. Je ne pense pas sur les images de New Horizon, l'atmosphère était aussi flagrante que ça. Par contre, je sais qu'on l'a mesuré jusqu'à quelque chose comme 1500 km au-dessus de la surface. Donc c'est pas mal quand même. Après, voilà, faut savoir quelle densité, hein, parce qu'on se dit que ça peut être énorme par rapport à l'atmosphère terrestre qu'on considère aller jusqu'à 100 km, mais en réalité, des molécules de, de, de dioxygène ou d'azote provenant de notre atmosphère, on en trouve jusqu'à plus de 200 000 km. Donc ouais, je pense, je pense que ça a été très photoshopé, exactement. Voilà, donc c'est un beau couple, hein, Pluton et Charon. C'est un tellement beau couple qu'ils tournent l'un autour de l'autre, en fait. Alors, je disais qu'on allait maintenant aller voir Neptune rapidement. Voilà, qui est ici. Donc je vais pouvoir enlever les orbites des planètes naines qui mettent un peu le bazar quand même. Tac. Voilà. Ah, tac. Voilà. Et tiens, en haut là, on a les Pléiades, qu'on ira peut-être voir un petit peu tout à l'heure. Alors, Neptune. Est-ce qu'on a un éclairage satisfaisant? Oui, tout à fait. Donc voilà, la géante de glace. De glace, mais bon, avec un cœur quand même à environ 10 000 degrés, hein, c'est pas trop mal. On va la mettre dans le sens dans lequel on a l'habitude de la voir. Avec sa grande tache noire ici. Son tourbillon, alors vous allez me dire, on le voit pas tourner. C'est vrai qu'on le voit pas tourner. Mais si on le voyait tourner, ça serait pareil, purement procédural, parce que de toute façon,
images rapprochées qu'on a de Neptune et d'Uranus. Hein. Les seuls survols qui ont été faits, c'est par les sondes Voyager. Donc c'était dans les années 80, il y a quand même pas mal de temps. Et voilà, on n'a pas d'image des nuages vraiment en rotation, du moins pas en survol. On a des images, mais prises depuis la Terre, et c'est avec des gros pixels. Non, non, il n'y a aucune sonde qui les a survolées depuis. Ouais. Euh, voilà, donc ces planètes, on les appelle aujourd'hui les géantes de glace, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de matériaux à l'état de glace dans leur atmosphère, probablement du diamant aussi. Euh, et, euh, et les Neptunes sont une classe de planètes qui est pas mal mise à l'honneur dans la découverte d'exoplanètes. Euh, Peut-être même d'ailleurs que la classe des super-terres, qu'on ne connaît pas dans le système solaire, seraient en fait des genres de Neptune qui auraient fini par être dépouillés de leur atmosphère. Ce qui expliquerait pourquoi on n'a pas de super-terre dans notre système solaire, c'est qu'en fait on en aurait. On aurait Neptune et éventuellement Uranus, et qui seraient à un stade de leur évolution, on va dire, où elles sont encore enveloppées de leur atmosphère. Donc Neptune qui a des petits anneaux, moins connus évidemment que ceux de Saturne. On peut se mettre derrière pour les voir un peu plus grâce à la lumière du soleil. Je crois qu'on peut les éclairer, j'avais réussi à le faire une ou deux fois. Ou alors c'était avec... Non, c'était peut-être avec ceux d'Uranus. Je crois qu'avec ceux de Neptune, j'ai rien fait de satisfaisant. C'est André Braic qui les a co-découverts, donc cet astronome français qui est mort il y a quelques années. On peut avoir une image assez jolie comme ça de Neptune qui ressemble à l'image qu'avait prise Voyager avec Triton. Je le ferai un jour, je ne vais pas le faire là, mais un jour je ferai une thématique sur les grandes photos de la conquête spatiale et on essaiera de les reproduire. Est-ce qu'on a une idée de la taille du noyau rocheux de Neptune? Alors, je crois que Neptune fait quelque chose comme 12 masses terrestres, il me semble. Bah attends, je crois que j'ai les infos en plus, là je suis bête. Masse, 17 masses terrestres. Donc le noyau, je crois qu'il fait entre 3 et 5 masses terrestres, ce qui correspond justement, c'est pour ça que l'idée n'est pas idiote, hein, ce qui correspond justement aux super-terres, aux masses des super-terres. Alors, on va aller voir Uranus. Bah tiens, on va faire différemment cette fois-ci. On va laisser piloter le simulateur. Uranus, rejoindre. Oui, tout à fait. Tu l'as lu? Moi, je l'ai jamais lu. Voilà, alors j'avais trouvé très beau de se mettre là comme ça, voilà, et de faire prendre le soleil aux anneaux de Uranus. Ça fait une belle image. J'ai d'ailleurs surpris, je crois pas qu'il y ait vraiment d'image de sonde comme ça. Donc voilà la très belle Uranus, qui est un peu sous-estimée, c'est vrai quand même, hein, dans le système solaire. C'est pas la plus bleue, c'est pas la dernière. C'est la plus froide, mais bon, est-ce que ça excite vraiment les gens de se dire que oui, elle ressemble pas mal, hein. Tout à fait. Et oui, oui, et oui, oui, bien sûr. Bah, elles sont composées à peu près des mêmes choses. Hein. Elles sont remplies de méthane, c'est ça qui leur donne cette couleur bleutée. Elles ont sensiblement la même masse. Comme Neptune est un tout petit peu plus dense, elle est légèrement moins froide, donc ça fait qu'Uranus est plus froide. Donc Neptune est légèrement plus petite. Mais voilà, alors la grande particularité d'Uranus quand même, d'ailleurs on le devine un petit peu là, vous voyez les petits points qui bougent, donc ce sont ces lunes. Regardez par rapport au plan du système solaire. Tadam! Elle roule comme une roue. Et ça, je peux vous le montrer. Voilà, on voit qu'elle avance là. On dirait vraiment qu'elle roule sur son orbite, quoi. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qui a fait ça? Eh ben non. Pas trop. Il y a des simulations qui montrent évidemment qu'un choc, ça semble la chose la plus logique, hein, aurait pu la faire basculer, mais en fait c'est pas évident parce qu'il faudrait vraiment que le choc, que l'objet qui a choqué Uranus à un moment vraiment très précis de son développement
l'effet avec un angle bien particulier, qu'il ait eu une masse, une consistance bien particulière pour pas complètement exploser Uranus ou complètement la désorbiter. Voilà, il y a des choses qu'on n'explique encore pas tout à fait. Donc comme elle est complètement couchée sur son axe, Uranus, et qu'elle est quand même loin du Soleil, hein, on est à 3 milliards quasiment de kilomètres du Soleil, donc elle met 84 ans à exécuter son orbite, sa révolution. Une année uranienne dure 84 ans terrestres. Du coup, pendant 42 ans, en gros, elle montre voilà, ce pôle là, qui est le pôle sud ou nord, je sais plus, et les 42 ans restants, l'autre pôle. Donc voilà, bonne nuit sur Uranus. Hein, on se revoit dans 42 ans. Ça doit être assez spécial. Alors, on parlait de planètes avec anneaux. Là, on va quand même aller voir la reine des planètes avec anneaux. Allez, on va encore utiliser le déplacement gratuit. Hop. Voilà notre magnifique Uranus. Avec ses anneaux incroyables. Allez, on va aller voir dedans, hein, parce qu'on, même si vous le savez, on se demande toujours, hein, ces anneaux, est-ce qu'on pourrait marcher dessus ou autre? Ben, on va le faire en fait. On va les survoler. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner une lune. Alors, je suppose que c'est ce qu'on appelle un satellite berger. Elle, ah, j'ai la Voie lactée là. Attends, non, normalement, là il y a une petite lune. Voilà, Daphnis. Donc, c'est, je pense, ce qu'on appelle un satellite berger, c'est-à-dire qui sont juste dans les anneaux et qui stabilisent plus ou moins, ou mettent le bazar d'ailleurs éventuellement, dans les anneaux. Et donc, on va s'en rapprocher. Tac. Voilà. Ah, je suis allé trop vite. Donc, Daphnis, qui est tout petit, vous voyez, 6 km 89, c'est minuscule. C'est vraiment minuscule, c'est une petite cacahuète au milieu des anneaux de Saturne. Toute plate d'ailleurs, hein. Vraiment très très étrange. Et vous voyez là, voilà, on est juste au-dessus des anneaux, donc on va les survoler. Classe, hein. On fait mieux que Cassini, parce que même Cassini a jamais vraiment fait ça. Ah oui, j'appuie pas au bouton. Ah si, mais c'est parce qu'il veut que je suive lui. Et ouais. Alors on va arrêter de te suivre, Daphnis. Hop là. Voilà, on survole les anneaux là. Donc on va aller voir dedans. Donc ça serait très compliqué de marcher dessus, parce qu'en réalité, ils sont faits de minuscules petits grains, donc quelques millimètres, pour les plus gros quelques mètres. Alors c'est toujours très dur de vraiment se mettre dedans. Il faut une vitesse très... Oui, j'étais à 30 km par seconde, c'est normal. Voilà, on va rentrer dans le plan des anneaux. Voilà, là où ils sont le plus épais, les anneaux qui sont visibles, hein, ils font quelques centaines de mètres, et là où ils sont le plus fins, ils font une dizaine de mètres. Donc c'est excessivement. Enfin, ouais, on dirait un 33 tours, exactement. Comment est-ce qu'on a repéré un satellite aussi petit au milieu des cailloux des anneaux? C'est une excellente question, à laquelle je ne peux pas répondre. J'en sais rien du tout. Comment un choc sur Uranus peut faire pivoter le plan des satellites? Alors, il faudrait, justement, c'est pour ça que c'est une très bonne question, Christian. C'est pour ça que je disais qu'il faut que ce choc ait eu lieu à un certain moment de son existence, c'est-à-dire qu'avant que les satellites se forment. Peut-être qu'ils ne sont pas tous dans le plan, peut-être que ceux qui n'étaient... Dans le cas où ce scénario est le bon, on peut imaginer que les lunes se sont formées avant le choc, du coup se sont désaxées, se sont retrouvées, je sais pas moi, en rotation rétrograde, et donc se soient éloignées ou rapprochées et écrasées sur Uranus, ou si elles sont rétrogrades, elles vont plutôt s'éloigner. Pardon, si elles sont rétrogrades, elles vont se rapprocher et s'éloigner, pardon. Elles vont ralentir jusqu'à s'écraser. Donc voilà, c'est pour ça que ça dépend vraiment du moment où ça a lieu. Donc voilà, c'est des petits grains de glace, c'est de l'eau, c'est H2O, tout simplement.
Euh, Ah, alors, tiens, je vais juste vous le montrer, parce que je sais pas si Adrien est toujours là, mais ça sera un petit clin d'œil. Lui et moi, on a beaucoup parlé d'une lune de Titan, pardon, d'une lune de Saturne qui est très intéressante, et que je connaissais un petit peu, mais moins bien que lui. Il connaissait une spécificité dont j'avais jamais entendu parler. Cette lune s'appelle Hyperion. Alors moi, elle me fascine, parce que Hyperion, elle ressemble à aucune autre lune. On dirait qu'elle a été brûlée au chalumeau. C'est très très étrange. Elle est assez loin d'ailleurs de Saturne. Alors là, vous allez vous dire, mais non, elle est tout à fait normale. Et regardez, ici, voilà. Ah, excusez-moi, je crois que ma fille vient me dire bonne nuit. 2 secondes. Bonne nuit, mon petit chat. Donc vous voyez, Hyperion, qui est une petite lune de 140 km environ, a une surface vraiment, ben voilà, on dirait vraiment qu'elle a été brûlée, quoi. C'est super étonnant. Vous pourrez regarder éventuellement sur Wiki ou autre. J'avais pris l'image, mais je l'ai plus là. Elle est vraiment comme ça. Alors, ah oui, tiens, j'avais prévu un truc sur les anneaux. Je viens de voir, j'ai oublié de vous le montrer. Regardez à quoi ressemblent les anneaux de Saturne vus de très très près. Vus d'au-dessus. Voilà, on voit la zone blanche là vers le haut, bah c'est de la glace qui s'est agglomérée. Euh, alors peut-être que c'est à cause justement de minuscules lunes comme... Ouais, je vais te répondre Blandine après, juste je termine. Peut-être que c'est justement à cause d'une lune comme Daphnis ou autre qui va faire que certains agrégats vont se coller les uns aux autres, enfin certains grains de glace vont s'agréger les uns aux autres. En tout cas, on voit très bien avec l'ombre qui est au niveau de là où il y a mon petit pointeur. Mais oui, c'est vrai que vous voyez pas mon pointeur. Enfin bon, vous voyez bien sous la grande, en haut de l'image, vers les 2 tiers de l'image, là où il y a la grande bande blanche, on voit qu'en dessous il y a des ombres. Donc là, il y a quelques dizaines de mètres quand même de glace. Donc ça nous fait des montagnes volantes, quoi. Hyperion, est-ce que ça serait un satellite explosé? Ou tu veux dire pour les anneaux qui auraient formé les anneaux? Les anneaux probablement sont formés, probablement, il y a quand même des chances, à cause d'un satellite gelé, type Encelade, tiens, qu'on peut aller voir, ou type Dionée, qui serait rentré dans la limite de roche, parce qu'ils sont dans la limite de roche de Saturne, c'est-à-dire la zone autour de la planète dans laquelle un objet trop gros serait forcément broyé par les forces de marée, par la gravité de Saturne. D'ailleurs, si on agglomère les débris glacés des anneaux ensemble, on arrive à une lune d'une centaine de kilomètres, ce qui correspond pas mal aux lunes de Saturne. Encelade qu'on va aller voir par exemple fait 500 kilomètres, donc c'est à peu près ça, quoi. Tac. Donc voici pardon, Encelade. On se rapproche et en fait, je vous montre, on n'est pas très loin des anneaux là. Donc j'attends que vous voyez l'image, voilà. Encelade n'est vraiment pas très loin des anneaux et il se trouve qu'elle nourrit les anneaux de Saturne. Donc ces anneaux sont alimentés par la glace, enfin par l'eau qui est éjectée sous forme de geyser par la surface d'Encelade. Alors on peut être un peu déçu de ne pas reconnaître les lignes bleutées qu'on a l'habitude de voir sur Encelade, mais j'en parlais avec des gens qui font un peu d'imagerie et ils pensent que de toute façon c'est des contrastes qui sont énormément exagérés sur les images publiques et que très probablement que ça ressemble beaucoup plus aux images réelles. Donc voilà, ces crevasses là sont formées probablement entre autres par les mouvements des autres satellites autour d'Encelade et par l'orbite un petit peu excentrique d'Encelade autour de Saturne. Donc tout ça, ça échauffe sa surface et ça fait que la glace fond. Et ouais, elle est fascinante Encelade, elle est magnifique. Et on a remarqué en fait qu'elle nourrit vraiment d'eau les anneaux. Alors un jour on ira voir Titan, mais je garde ça pour une autre fois. On va maintenant, à moins que vous ayez une lune de Saturne dont vous avez... où elle perd de la masse, ouais, tout à fait. Que vous avez particulièrement envie de voir, on va aller voir Jupiter.
C'est bon, tout le monde est prêt pour aller voir Jupiter? Ok. Alors, hop. Et bien là, voici notre petite Jupiter, enfin notre grosse Jupiter, ou notre gros Jupiter d'ailleurs, parce que c'est Zeus. À quelle vitesse on va y aller? Tiens, faisons un voyage. Nous sommes à 10 unités astronomiques, ce qui est quand même pas mal. Donc on est à 1,5 milliard de kilomètres de Jupiter. Et là on va voyager à 130 km/s, 600 km/s, ça va pas du tout. On va voyager aller à C, un peu moins que C. Et voilà. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ça freeze. Ah, il est grand ce petit, hein. Ça avance pas. Et ouais, à la vitesse de la lumière, c'est pas du tout intéressant de faire un voyage d'1,5 milliard de kilomètres. Bah ouais, en fait, ça nous prendrait un certain temps quand même, hein, 300 000 km/s s'il y a 1,5 milliard de kilomètres. Je vous laisse faire le calcul, on n'est pas rendu. Donc on va accélérer, on va défier les lois de la physique. Voilà, à 280 fois la vitesse de la lumière, là on voit les choses qui avancent un peu. Hop. Alors les 4 points qui brillent le plus là, ce sont les 4 lunes principales. Io, Europe, Callisto et Ganymède. Ah, ah, ah. Le maladroit, j'avais oublié de mettre suivre. Voilà, suivre. Tac. Et voici donc le beau bébé, le, le sous-chef du système solaire. Celui dont on dit parfois que c'est une étoile ratée, ce qui n'est pas très très gentil quand même, hein. Sacrément raté en plus, hein, parce que pour commencer à faire de la fusion thermonucléaire avec la chaîne proton-proton des étoiles comme le Soleil, c'est quand même plus de 80 fois la masse de Jupiter, donc on en est quand même très loin, mais bon. Donc voilà la magnifique surface de Jupiter. Je vous montrerai des vidéos faites par la sonde Juno qui fait des survols en permanence une autre fois. Oui, ce sont les couleurs qu'on verrait si on s'en approchait. Bah oui, ouais, c'est des vraies couleurs. Alors peut-être qu'elle serait un poil plus terne. Peut-être que voilà, ça serait comme ça. Mais Jupiter, elle a 89 lunes, me dit Marion. Oui, alors, oui. 89 lunes maintenant, ou plus, je crois. Elle est passée à 80, je sais plus combien. Tiens, on va regarder. Ça y est, elle en a de nouveau plus que Saturne. Je sais pas si elle a pas dépassé les 100. Non, alors, découverte de 12 nouvelles lunes dans l'orbite de Jupiter, fait passer à 79, mais alors ça c'est pas du tout actuel. Voilà, Jupiter devient la reine des lunes avec 92 satellites. Il y a pas longtemps, il y a une semaine. Voilà, on a de nouveau découvert. Mais c'est des trucs vraiment minuscules, hein. C'est voilà, des satellites de 4-3 km, quoi. Où est la limite entre une lune et un caillou dans les anneaux? Ouais, excellente question. Je disais ça, hein, souvent en séance de planétarium, je disais, bah, en fait, Saturne, on dit qu'elle a tant de lunes, mais en fait, elle en a des centaines de milliers, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors, est-ce que les astronomes ont une limite? Je ne sais pas exactement. Pourquoi c'est compté comme satellite? Les petits machins qu'on découvre autour de... Je pense qu'il y a une histoire d'orbite quand même vraiment définie pour être une lune, mais je peux pas en dire plus. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. J'essaierai de faire une petite recherche là-dessus, mais honnêtement, je crois que j'avais déjà cherché et que j'avais pas trouvé de choses très satisfaisantes. Alors j'aime beaucoup le pôle nord de Jupiter aussi, hein, qui est très tortueux. D'ailleurs, je vous ai pas montré le pôle nord de Saturne, il est très intéressant aussi. Ces planètes gazeuses ont des pôles en général assez fascinants où il se passe pas mal de choses au niveau ouragan et champs magnétiques. On voit aussi, alors je vais la faire tourner parce que c'est sympa de les voir en mouvement ces planètes. Voilà. On va voir aussi les colliers de perles. Alors en bas là, on voit voilà, un très bel ouragan gigantesque là,
se déploie. Il est plus grand que la grande tache rouge en fait. En dessous, on a une belle tache blanche, donc qui est une perle, on va dire. Le collier de perles, alors où est-ce qu'il est le collier de perles? On le voit d'habitude, il me semble. J'étais à l'envers, donc c'était le pôle sud que je vous montrais. Donc le collier de perles, je ne le trouvais pas parce qu'il est en dessous de la grande tache rouge. Voilà, il est ici le collier de perles. On voit une, deux, trois, quatre grandes taches là qui sont des ouragans, donc blancs. Voilà, c'est ça que les astronomes appellent le collier de perles. Et voilà la grande tache rouge, donc cet ouragan où ça souffle à 600 km/h. Je pense que l'imagerie là, elle est prise à partir de la photo de Voyager. Donc cette tache dont la taille fluctue pas mal, enfin cet ouragan. À l'époque de Voyager, dans les années 70, elle faisait quand même deux fois et demi la Terre. Et là, elle fait voilà, un peu plus que la taille de notre planète. Donc ça fluctue beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque où je bossais avec Marion, on suivait l'évolution de la petite tache rouge qui s'approchait de la grande tache rouge. On aurait cru une blague. Ouais, je parlais de l'hexagone de Saturne, c'est ça. Et on savait pas ce qui allait se passer, quoi. Si la grande allait manger la petite, si les deux allaient s'annihiler, si... Ouais, voilà, est-ce que ça va dans le même sens? Alors je me souviens plus, mais bon, la grande a mangé la petite, quoi. Mais il n'empêche que la grande rétrécit. Donc voilà, tout ça est très très dynamique. Ouais, je disais, je vous montrerai des belles vidéos. D'ailleurs, la grande tache rouge se voit au télescope. Bah ouais, bien sûr, tu as tout à fait raison de le préciser. Avec un grossissement tout à fait modeste d'une trentaine de fois, on arrive à voir la grande tache rouge. Tout à fait. Alors, on peut rapidement aller voir. Ah ouais, un truc qui peut être sympa. Est-ce qu'on peut avoir des transits? Voyons. Ça, c'est toujours rigolo quand même de voir la tâche d'un satellite. Voilà, je les mets en mouvement parce que c'est vraiment beau de voir ça quand même. Alors non, pour l'instant, on n'a pas de transit. Voilà, là on en a un joli. Allez, on va essayer de trouver de quelle lune ça vient. Donc on va avoir, je vais le placer Jupiter de manière à avoir un joli cercle. Et on va reculer, reculer, reculer. Voilà, donc logiquement, ça devrait être Europe qui nous produit, voilà, c'est ça, cette jolie tache noire. Donc on peut zoomer sur Europe et puis après, ah ouais, zut, comme il y a Jupiter devant. Tac. Donc voilà là où sont les extraterrestres. Peut-être. Et là où il y a une tectonique des plaques. Donc, tiens, t'as peut-être pas suivi ça, Marion, vu que tu bosses pas mal en ce moment. Il y a une étude, alors je sais plus de qui, mais j'ai pris pas mal de références, j'en parlerai dans un prochain stream, qui montre qu'il y a une tectonique des plaques sur Europe. Alors qu'il n'y a pas grand chose à voir avec la tectonique des plaques terrestres, parce que c'est pas de la croûte qui se balade vraiment, enfin qui se balade, qui bouge sur du magma. En fait, c'est plutôt de la fonte de glace et des tas de toutes petites plaques qui vont s'entrechoquer les unes les autres. C'est pas un système de grandes plaques comme sur Terre, mais un système de petites plaques et qui est plutôt dû à l'échauffement de la surface que de l'échauffement interne. Mais il n'empêche qu'on a une activité qu'on pourrait qualifier de géologique, si on veut, sur Europe, ce qui est quand même super bon signe, si on a envie d'être optimiste, pour la question de la vie. Parce que voilà, c'est bien qu'il y ait des échanges thermiques et autres. Je vais boire un petit coup. Voilà, et les lignes rouges sont des dépôts de sel et des craquelures. Voilà, c'est là où la croûte, justement, se fissure. Et on a des dépôts de sel qui remontent. Qu'on peut aussi aller se poser, tiens, rapidement sur Europe. Voilà, ça c'est vraiment le genre de truc qu'on pouvait pas faire avec Spacecrafter ou qu'on peut pas faire avec pas mal de logiciels utilisés en planétarium et que là on peut faire. Je trouve ça quand même super chouette. Alors, on peut se mettre au-dessus des grands linéaments rouges et les survoler. Ça c'est classe.
Voilà, donc peut-être que les missions, la mission de JUICE là, qui va décoller en avril, ben voilà, nous apprendra qu'il y a des microbes en fait et des extraterrestres là-bas dedans. C'est vraiment, vraiment possible. On aurait enfin trouvé nos extraterrestres. Alors, on peut quand même aller voir vite fait Io, parce que Io est quand même très étonnante dans son genre. Voilà. Désolé pour les bruits, je pense que c'est les chats qui s'amusent encore. On a du volcanisme très actif sur cette lune. Vraiment très très actif. Alors bon, les astronomes aujourd'hui sont évidemment pas surpris de ça, parce que on a peut-être même trouvé du volcanisme sur des astéroïdes et peut-être même des volcans de fer sur des astéroïdes. Ouais, yo. Mais il faut quand même se rappeler que en 76, il me semble, quand alors est-ce que c'est Pioneer ou est-ce que c'est ouais, ça doit être Pioneer, ou alors c'est pas 76, ça doit être 78. Enfin bon, à la fin des années 70, si c'est Voyager, ou un peu plus tôt si c'est Pioneer, quand on a ramené les premières photos qui montraient qu'il y avait probablement une activité à la surface de Io, ça a été vraiment, je dirais pas un coup de tonnerre, parce qu'un coup de tonnerre c'est un aspect négatif, mais ça a été une sidération dans le monde astronomique et des planétologues, parce qu'à l'époque on était vraiment persuadé que la Terre était la seule planète du système solaire à avoir une activité. Et ben, ça nous a montré qu'on se trompait. Voilà, il y avait d'autres mondes, entre guillemets, vivants dans le système solaire. Et il y a un des plus grands, ou peut-être le plus grand volcan du système solaire en activité sur Io. Je sais plus, je vérifierai mes fiches, comme on dit à la télévision, pour la prochaine fois. Voilà, donc on a fait un petit tour sur le système saturnien. Donc, alors là, la logique voudrait qu'on continue plan-plan à faire les astéroïdes, Mars, etc. Mais on va casser un petit peu cette routine parce qu'on s'ennuierait sinon. Tiens, je vous offre une belle image quand même. Hop, voilà. Genre d'image que les sondes spatiales nous offrent en général. Voilà, Io au premier plan et Jupiter ensuite. D'ailleurs, tiens, je vais la prendre en photo. Cette image, je la trouve très belle. Tac. Et en cachant la Lune, là. Voilà. Euh, oui, mince, qu'est-ce que je disais? Un lever de Jupiter, ouais, tout à fait. Io paraît moins rouge. Elle paraît jaune. Elle paraît très très jaune. Elle paraîtrait moins rouge, tu veux dire en vrai? Je comprends pas bien ta question. Que sur les premières photos de Voyager. Ah ouais. Oui, oui. Je sais pas trop. Pour moi, les premières photos de Voyager, elles étaient quand même assez granuleuses déjà. Voyons, tiens, je vais faire une petite recherche. Oui, mais je crois voir ce que tu veux dire en effet. Euh, je crois que ces images, ouais, étaient très rouges, c'est vrai, mais toutes les images, même Jupiter, étaient très orangées, quoi. Ouais, je vois. Science Photo, Voyager 1, ouais, c'est vrai, c'est très très rouge ça. Je sais même pas si les caméras sur Voyager étaient couleur. Est-ce que c'était pas entièrement colorisé ensuite? Je peux pas répondre à ça. C'est une très bonne question. Oui, donc je disais, on pourrait faire un truc plan-plan, mais on va casser ça. On va juste passer voir la ceinture d'astéroïdes, au moins du dessus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble la ceinture d'astéroïdes, parce que c'est quand même assez dingue. Donc voilà, là on a l'orbite. Ah non, pardon, c'est Jupiter ça. Voilà, là on a l'orbite de Jupiter, et donc très loin là à l'intérieur, on a l'orbite de Mars. Oui, c'est ça. Bah oui, exciter notre intérêt et puis surtout justifier le budget devant le Congrès américain de toutes ces sondes qui partent dans l'espace et qui font pas manger grand monde. Voilà. Donc, voilà, si je fais apparaître les orbites, ah oui, pardon, c'est bon, si ça marche aussi par ici, les orbites des astéroïdes. Bam. Voilà. Vous êtes content? Voilà à quoi ça ressemble. Il y en a quelques-uns. Hein. Un joli donut là. Donc bon, évidemment là, c'est vraiment toutes les orbites, y compris des trucs minuscules. On
pourrait aller voir Cérès ou autre, mais je pense qu'on fera ça plutôt une autre fois. On va foncer sur le Soleil. Astéroïdes, voilà, j'enlève. Ah oui, il faut que je passe par là, pardon. Donc je les enlève. Tac. Allez, go vers le Soleil. Voilà notre belle naine jaune. Alors, il y a en réalité pas autant de taches solaires sur le Soleil. Alors, voyons des questions. Une pâtisserie orientale au vermicelle, ouais. Il y a 1 million de kilomètres entre chaque. Oui, environ, oui, c'est ça. Voire même plus, hein. Mais oui, peut-être en moyenne, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et oui, mais bon, tu imagines bien que sur l'image, et puis de toute manière, tu imagines bien que sur l'image, voilà, les astéroïdes, là, ils seraient absolument. Ah, je me suis trop éloigné. Ils seraient tellement petits qu'en fait, on les verrait même pas, hein. Ils feraient bien moins qu'un pixel. Euh, mais mince, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, je sais plus. Je sais plus, 1 million de kilomètres entre chaque. Non, je sais plus ce que je voulais te dire, Blandine. Mais oui, c'est une. Ah oui, pardon. Voilà, ça y est, ça me revient. C'est pas du tout proportionnel, là, les orbites. Parce qu'un jour, je vous montrerai, ou vous pouvez aller voir d'ailleurs, hein, un site qui est très bien fait qui s'appelle Si la Lune faisait un pixel. Vous allez voir les distances réelles entre les planètes. C'est juste pas rigolo. C'est juste pas rigolo du tout. Je ne pense pas que les distances soient proportionnellement réalistes là. Donc, le Soleil et voilà, les taches solaires. Il y en a pas mal en ce moment, mais pas autant que ça quand même. Là aussi, elles sont procédurales, c'est pas du direct. Mais le Soleil a beaucoup de taches solaires en ce moment, des toutes petites, un peu comme là. Et donc on peut zoomer très près jusqu'à voir la granularité du Soleil, ce qui m'a toujours fasciné avec ces cellules convectives là, qui font plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres chacune. C'est absolument fascinant. Et je peux vous montrer une vidéo de ce à quoi ressemble une tache solaire vue depuis le sol. Alors on va regarder là à quoi elle ressemble dans le logiciel. Elles sont déjà très bien faites. Donc la surface du Soleil là, elle est à. Ouais, c'est beau, hein, Marion. Elle est à environ 5500 degrés, là où c'est jaune. Là où c'est noir, on est à 2-3000 degrés de moins. C'est pour ça qu'il y a cette différence de couleur, c'est juste du contraste. Donc cette tache, elle est de la taille, je sais pas moi, on va dire de l'Amérique du Nord tout entière, voire Amérique du Nord, Amérique du Sud, la tache noire, hein. Et donc, en fait, ça c'est en mouvement. Voici à quoi ça ressemblerait. Enfin, à quoi ça ressemble, pardon. Une pensée pour Van Gogh, ouais. Moi, c'est surtout en voyant Jupiter, en fait, que j'ai pensé pour Van Gogh. Je la remets, hein, parce qu'on s'en lasse pas. Donc ça, c'est pris depuis le sol. Et comme on le dit souvent quand on voit ça, ça rappelle beaucoup l'œil de Sauron. Donc ça, c'est l'activité magnétique du Soleil, hein, qui est très spéciale, très active. Euh, En fait, on a une partie de la matière de la surface qui se fait un peu aspirer par le fond. Et c'est ça qui fait que la température baisse en surface. Et par contre, ça fait que il y a des flux de matière en fait qui vont remonter par les côtés de la tache et qui vont suivre des lignes magnétiques qui, un peu comme le champ magnétique terrestre qui fait des lignes, enveloppe complètement le Soleil. Et en fait, quand il y a beaucoup de matière qui remonte le long de ces lignes magnétiques, de ces filaments magnétiques, parfois ces filaments s'entortillent, cassent, et c'est là qu'on a une éruption solaire et qu'on a de la matière comme ça qui est issue du cœur, pour ça qu'on parle d'éjection de masse coronale, qui se retrouve éjectée dans l'espace, et quand elles arrivent sur une planète avec un champ magnétique et une atmosphère, on peut avoir de belles aurores polaires. Donc, voilà, on a nos belles taches solaires. Alors, je ne peux pas vous montrer là une éruption, je le ferai une autre fois. Enfin, je veux dire, le logiciel lui-même ne simule pas d'éruption. Je pourrais montrer une vidéo, mais j'en garde un peu pour le coude pour une autre fois. Par contre, ce que je peux vous montrer, qui est quand même bien sympa, c'est, je vais tricher un tout petit peu, je vais rajouter de la luminosité.
Voilà, on voit la couronne solaire, là. Et en fait, je vais augmenter le défilement du temps. Et on va voir la couronne solaire en activité. Donc là, on a quelque chose qui ressemble, alors si ce n'est à des éruptions solaires, au moins à du vent solaire. C'est ça le vent solaire en fait, hein. C'est un flot de particules émises ou émis depuis la surface du Soleil, la photosphère, et la chromosphère d'ailleurs. Et on a, là, on a eu un très beau panache. On a des protons et des électrons qui sont accélérés parce qu'ils sont gavés d'énergie et qui vont traverser le système solaire et donc ensuite être piégés par un champ magnétique comme le champ magnétique terrestre, interagir avec l'azote ou l'oxygène qu'on a dans l'air et produire de magnifiques aurores polaires, que j'aurai le plaisir de vous montrer un de ces quatre d'ailleurs. Alors, voilà, là je vais remettre l'écoulement de temps normal, même si c'est très beau là. On a un genre de flair là sur la droite, hein. On voit un filament là qui s'étend, qui s'étend. Ouais, ici là. Tac. Alors, ici ça doit être Mercure. Voilà. Donc on va survoler Mercure rapidement. Est-ce qu'ils nous ont mis la Lune au mauvais endroit? On se demande toujours hein, quand on voit Mercure. C'est vraiment fascinant comme ces deux objets en apparence sont très semblables. Et d'ailleurs, ce qui est super étonnant, c'est qu'ils sont très semblables en apparence, mais en fait leur composition est très très différente. Mercure est super dense, presque aussi dense que la Terre, et beaucoup plus dense donc que la Lune. On a un très beau cratère ici avec un joli pic central. Vous voulez aller vous poser dans un cratère de Mercure? Allez. J'imagine que vous diriez oui hein, si je vous laissais vraiment choisir. Alors on est un peu ébloui, on va baisser la luminosité, tiens. Voilà, donc là on est dans un cratère de Mercure, on a une belle voie lactée là. Et tiens, on n'a pas le soleil, c'est pas de bol. On a Orion, c'est pas mal. Ah si, on a le soleil. Alors il devrait être un peu plus gros. C'est l'un des rares trucs qui m'a un peu déçu sur la représentation de ce simulateur. C'est qu'en fait la taille du soleil elle varie très très peu. Quand on est sur Mercure, il n'est pas 3 fois plus gros que ce qu'il est sur Terre. Du moins il ne me semble pas. Et quand on est très loin, genre Neptune, Uranus, bah, il devrait faire quasiment qu'un point et il fait encore la même taille. Bon, c'est des petits détails, hein, parce que vraiment tout le reste est magnifique. Il permet vraiment de faire de la science et de se faire plaisir. Alors on décolle, on va aller voir Vénus. Donc Mercure, on la quitte sans parler de ses lunes, hein, parce qu'elle n'en a pas. Alors, est-ce que Vénus est ici? Ah non, c'est Saturne. Oula, je me suis vachement éloigné. Alors. Voilà, orbite, tac. Donc Vénus est ici. Coucou la copine. Voilà, alors j'aime bien cette couleur de Vénus parce qu'elle rappelle vraiment les images de Vénus qu'on avait voilà, par les sondes des années 80, très très pâle. Et on peut retirer cette atmosphère pour voir ce qu'il y a en dessous. Alors si j'enlève l'atmosphère, ça va pas beaucoup changer. Par contre, si j'enlève les nuages, tac, voilà. Là, on a Vénus couverte de lave plus ou moins refroidie. Peut-être qu'un jour on ira visiter le mont Maxwell, cette montagne qui fait 10 km de haut, qui est plutôt au nord de Vénus, 65 degrés nord, 4 degrés ouest je crois, un truc comme ça. Et alors là ils n'ont pas été représentés, mais il y a probablement encore des volcans en activité, du moins il y a ce qu'on appelle des galettes de lave qui sont très récentes à la surface de Vénus. Donc il y a des coulées de lave en fait qui ne refroidissent pas vraiment à cause de la température ultra élevée de cette planète, hein. Je vous rappelle qu'elle est encore plus chaude que Mercure. Mercure elle est
environ 400 degrés. Sur Vénus, on monte à 460, 480 degrés. Et avec la pression terrible de l'atmosphère qui est 90 fois plus dense, plus lourde que l'atmosphère terrestre, cette lave est comprimée et chauffée, on va dire, enfin du moins ne refroidit pas. Et donc apparemment il y a des laves assez récentes à la surface de Vénus. La plus grande coulée de lave du système solaire, oui, bah je pense que c'est celle-là. Hein. Je pense que c'est ce machin-là. Et il y a aussi le mont Maxwell. Bon, vu que tu m'en parles, je vais peut-être essayer de le trouver. Alors attends, si je fais tourner Vénus, voilà, ok, ça tourne comme ça. Non, je sais plus bien. Mais là, de toute façon, tout ce qui est blanc là, qui parcourt la planète, c'est de la lave. Alors peut-être que c'est là-haut. Ah, mais je suis bête. Il suffit que je fasse apparaître les coordonnées. Donc 65. Voilà. Ça devrait être par là. Voilà. Ce truc-là. Je sais plus. Je sais plus. Il faudrait que je fasse des recherches. C'est dans cette zone-là, je crois, hein, qu'il y a le mont Maxwell et cette couleur, cette coulée de lave gigantesque, il me semble. Ouais, ouais, faudrait que je fasse une petite recherche. Donc voilà, cette planète, on a l'habitude de dire qu'elle nous tuerait 4 fois, hein, 90 fois la pression terrestre, la même pression qu'un kilomètre sous l'océan, des pluies d'acide sulfurique qui nous détruiraient, qui ont d'ailleurs détruit pas mal des premières sondes russes qui se posaient à sa surface. Pas d'oxygène à respirer, et puis la température évidemment de quasiment 500 degrés. C'est vraiment une expression de ce qu'on peut imaginer être l'enfer, quoi. Alors, est-ce qu'on va sur Mars ou sur la Terre? Allez, on va se faire Mars et ensuite la Terre. Alors, tac. Donc ça doit être astéroïde L2, tu parles. C'est la Terre. James Webb. Oh, tiens, je peux vous montrer le James Webb, ça c'est rigolo. Alors, il est très sombre, mais c'est normal parce qu'il est toujours dans l'ombre de la Terre, ce coquin. Donc, ce qu'on peut faire, voilà, c'est l'éclairer comme ça. Tadam! Voilà le James Webb. Classe, hein? Oups. Hop. Alors, on va aller voir Mars. Allez, je laisse voyager un petit peu. Ça va prendre 15 secondes, c'est parfait. Donc, on terminera, entre guillemets, par la Terre. Même si on prend encore 2-3 minutes après être allé sur Terre. Là, je vous amène voilà, sur Mars. On voit les deux petits points en bas, Phobos et Deimos. Ah, ils ont mis une James Webb. En fait, il y a une grande communauté, Adrien, tu sais. Et il y a pas mal de gens qui codent. D'ailleurs, tiens, on parlait de ChatGPT tout à l'heure. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un script sur Stellarium. Il n'a pas réussi, ce crétin. Enfin bon, passons. Euh... ouais, non, mais j'ai plein de trucs rigolos. Bon, j'ai l'ISS, bien sûr. J'ai la Tesla. Vous voulez voir la Tesla? Je comptais la garder pour plus tard, mais allez, on va pas se priver. On reviendra voir Mars après. Tadam! Un peu plus de lumière. Voilà. Alors, alors normalement, j'avais prévu de mettre Space Oddity en fait. Donc je la laisse pas trop. Hein. Je me garde mes meilleurs effets pour. Ouais, c'est rigolo. Je garde mes meilleurs effets pour une prochaine fois.
J'avais prévu de mettre Space Oddity et la version, même pas la version de Bowie d'ailleurs, la version de Mike Oldfield dans l'ISS. Oui, donc il y a une grande communauté de gens qui codent des petits add-ons, des petits trucs. C'est super sympa. C'est ça aussi que j'aime bien dans ce genre de programme. Donc j'avais dit Mars. Voilà. Tac. Tac. Alors, bah tiens, c'est cool. Là, on a. Ah, on va se faire les spots évidents de Mars. On va passer un petit peu vite parce que je vois qu'il est tard quand même. On va pas passer la nuit ensemble. Mais... Donc là, on a le fameux mont Olympe. Ce volcan absolument gigantesque de 23 km d'altitude environ. Et on peut aller le survoler. Donc je vous rappelle qu'il fait le diamètre quasiment de la France. Là, juste la falaise que vous voyez là fait déjà ses 5-6 km sans problème. Et donc là, on voit la caldeira, le cratère volcanique qui a multiplement explosé. D'ailleurs, tiens, pour l'anecdote, donc on voit toutes les éruptions différentes là. Enfin, attendez, il y a un petit lag. Voilà. On voit ces différents cratères là dans la caldeira qui sont des éruptions différentes. Pour l'anecdote, c'est ici. Voilà. Ce truc-là n'est pas une éruption. C'est un cratère d'astéroïdes. J'avais pas mal bossé sur le mont Olympe parce qu'à l'époque où je bossais au planétarium, là, je faisais pas que le planétarium, il y avait aussi des visites guidées et autres. Et j'avais bossé des reproductions 3D des planètes, dont le mont Olympe. J'avais pas mal travaillé dessus. On peut passer voir la calotte polaire. Voilà, qui est très bien modélisée. On peut se poser dessus même. Tac. Voilà, on s'est posé dans la neige martienne, ce qui est quand même assez sympa. Je viens de me rendre compte d'un truc. Ça m'arrive souvent ça quand je quitte Vénus. Hop, hop, voilà. J'avais enlevé l'atmosphère et les nuages. Du coup, c'est dommage parce que, ouais, c'est dommage. Je vous remonte ça quand même. Si on retourne sur le mont Olympe, on s'aperçoit vachement bien de son gigantisme. Voilà, il est ici. Quand on s'aperçoit que... Regardez bien. On voit l'atmosphère là. Et bien quand on est en haut du mont Olympe, on est quasiment dans l'espace. Tellement c'est gigantesque. C'est vraiment très impressionnant, un tel volcan. Qu'on appelle un volcan bouclier parce que sa lave s'écoule tellement lentement, elle est tellement visqueuse que voilà, il s'étale énormément. Euh, on peut peut-être rapidement voir... allez, Persévérance, c'est toujours sympa. Ah oui, d'ailleurs, tiens, j'avais prévu ça, c'est vrai. Non, pardon, pas ici. J'avais prévu de vous montrer Persévérance. Tac. Alors, on est côté nuit, c'est pas très grave. Faut que le jour se lève, voilà. Hop. Hop là. Voilà, donc cette jolie voiture, qui a coûté je sais plus combien, plus d'1 milliard probablement, qui est quand même vachement bien modélisée. Hein. Donc on voit le Super Cam, qui est le remplaçant du Cam Cam. On voit par exemple, regardez, j'adore ce souci du détail du gars qui a fait ça, parce que là c'est pas le pareil, hein, c'est pas le comment dire, le logiciel de base n'a pas Persévérance, c'est des gens qui ont fabriqué ces petits add-ons. Regardez ce détail qui montre quand même que le gars il a vraiment bossé. Ça. Alors tiens, est-ce que quelqu'un sait, vu qu'on a des pros quand même, on va pas se mentir, hein, là dans le chat on a des pros. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ça? Alors je vais pas vous mentir, hein. Moi j'ai fait une recherche, j'aurais pas trouvé tout seul. J'ai vu ce truc, je me suis dit mince mais c'est quoi? Donc j'ai fait une recherche. Est-ce que quelqu'un a une idée? Marion par exemple?
Personne ne sait. Allez, je compte jusqu'à 5. 1. Ah, merci de répondre. Et bah c'est pour faire l'étalonnage des couleurs des caméras. Et ouais, tout ça c'est pour nous prendre de belles images. Et d'ailleurs, en parlant de belles images, donc il est dans un cratère qui s'appelle le cratère G0, qui est un ancien lac. Et je vous ai prévu une petite vidéo. Tac. Voilà, alors, je sais pas si je vais la laisser en entier, elle fait 3 minutes, mais elle est quand même assez sympa. Donc on a un joli panorama, 2 millions et demi de pixels, milliards pardon, et demi de pixels. Oui, j'ai coupé la voix. Et on va voir, voilà, alors le gros rocher qui est là, je crois qu'il s'est effondré, celui qui est passé au milieu de l'écran. Là, on nous montre le cratère G0, donc modélisé avec de l'eau, tel qu'il est aujourd'hui. Là, on voit les roues du rover. Et donc, voilà, pour la petite histoire, entre-temps, il a fait pas mal de forage et il a récupéré 12 tubes de roches qui ont été disséminés à droite, à gauche. Et je suis d'ailleurs tombé sur Twitter sur un gars qui s'appelle Appéré, je crois, qui bosse sur justement la colorisation et le retravail des images, refaire le contraste, etc., des images du JPL, et qui bosse en particulier sur Persévérance. Et il m'a tout à fait autorisé à utiliser ces images, tout ça, donc je vous les montrerai. Il fait du super boulot, c'est super impressionnant. Oui, voilà, vu que cette image paraît... cette image de roche là paraît assez différente, j'ai l'impression qu'elle s'est effondrée. Et là, on nous montre... Alors, on croirait que c'est une sorte de gargouille, mais en fait, c'est pas ça qu'ils vont nous montrer. Alors, on va voir la gargouille là, enfin, ce que j'appelle la gargouille. Voilà, elle vient d'apparaître à gauche. En fait, non, c'est l'espèce de pierre en équilibre dont il nous parle, voilà, qui doit être en équilibre là depuis des millions d'années. Voilà, on s'amuse bien au JPL. Allez, on repart. Ah, je peux pas l'arrêter la vidéo? Tiens donc. Ok. Je croyais que j'avais le droit de l'arrêter comme je veux. Bon, bah, je vais la couper violemment alors. Voilà. Donc, au revoir Persévérance. Trouve-nous bien des preuves de vie extraterrestre. Ah, le petit machin que vous voyez là, c'est Ingenuity. On va quand même aller le voir. Qui a volé il y a encore pas longtemps. Je croyais que voilà, il avait fait son petit vol une fois, c'était pour rigoler quoi. Mais en fait non, hein, il continue de voler et il vole très bien, ça marche très très bien. Quand on pense que quand on l'a envoyé, on savait pas du tout si on arriverait à faire voler un truc, un hélicoptère dans l'atmosphère de Mars, c'est quand même une grande réussite. Oui, 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 tout à fait. C'est des roches sédimentaires, absolument. Ça fait partie des images d'ailleurs que j'ai prévu de vous montrer quand on fera un truc sur la vie dans le système solaire, sur Mars, etc. On a même trouvé là très récemment, alors je crois que c'est sur des, si je dis pas de bêtises, c'est sur des images de Curiosity, comme quoi dans les vieilles marmites on fait de bonne soupe. On a trouvé comment dire, des preuves quasi certaines en fait de présence d'eau parce que les marques laissées au sol, les mots me viennent plus, je commence à fatiguer un peu, ressemblent comme deux gouttes d'eau en fait à ce que fait le sable au fond de l'océan, des espèces de micro dunes quoi si vous voulez, ou quand il a plu aussi et que la pluie laisse l'eau qui a coulé ramène des petits détritus entre eux et que ça fait des linéaments comme ça. On a retrouvé la même chose sur Mars là, qui est une preuve encore très conséquente s'il en fallait, parce qu'on en a plein de présence d'eau en grande quantité sur Mars. Alors on va quitter Mars et on va aller voir notre belle petite planète bleue. Voilà. Alors le soleil doit être par là-bas. Il est où notre soleil? Ah, je trouve pas le soleil, c'est la loose. Ok, il est là. Alors, est-ce que ça, c'est la Terre? Oui, ça, c'est la Terre.
Super. Oui, c'est des vaguelettes, merci. Je commence à vraiment fatiguer, hein. C'est parce que je suis pas allé au tennis ce matin. Alors, voilà, est-ce qu'on est à la date du jour? Non, on est à demain. Bon, c'est un peu pareil. Allez, on peut se mettre pile ce qu'on est en ce moment. Voilà. Donc là, on a Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc chez nous, bah, c'est là. Je vous donne un petit croissant de terre, c'est toujours sympa. Et donc, bah, allez, on peut aller se poser. On va aller se poser chez moi. On va aller se poser à Avignon. Enfin, pas tout à fait à Avignon, parce que vous voyez, c'est la zone toute jaune là, ça va être moche. On va essayer d'avoir un ciel pas trop dégueulasse. Allez, on va se poser ici. Alors, est-ce qu'on reconnaît quelques constellations? C'est pas évident là. La magnitude elle est un peu bizarre. Tac. Ah mais oui, d'accord, je comprends. Je comprends pourquoi je reconnais pas, j'avais pas du tout le bon angle. Alors là, ça va peut-être être plus facile. Non, je reconnais que dalle. Andromède, donc voilà, ici on a Cassiopée, d'accord. Là au centre de l'image, dans la bande, on a Cassiopée. Donc là, on devrait avoir Orion bientôt. Voilà. Là, on a les Pléiades. Donc en ce moment, on a une comète qui est pas très loin, là, qui est voilà, dans cette zone à peu près ici. Là, on a Aldébaran, là, on a Mars. Là, on a Orion. Voilà. Et moi, je vous propose quand même d'aller jeter un petit coup d'œil à la nébuleuse d'Orion. Alors regardez, ça c'est quand même assez pédagogique. Si on zoome vraiment sur Orion très fort, on voit les constellations qui se déforment. Parce qu'évidemment, les constellations n'existent pas, sont juste un point de vue qui est dû à l'alignement, on va dire, apparent de certaines étoiles vues depuis la position où on est dans l'espace. Et donc si on se déplace très vite, bah, les étoiles proches, elles vont partir, sortir du champ, les étoiles lointaines vont rester encore visibles, et du coup les constellations se déforment totalement. Et voilà, donc là on a zoomé, pardon, je vais un peu vite, là on a zoomé sur la fameuse nébuleuse d'Orion. Tu l'as déjà vue comme ça, Marion? Non, hein. Alors comment elle est en vrai? Enfin en vrai. Par Hubble, elle est comme ça. Euh, Tac. Voilà, c'est ça. Ça c'est la nébuleuse d'Orion. Et en fait au centre, alors elle apparaît pas encore chez vous, voilà. Au centre de cet immense nuage moléculaire d'hydrogène, donc de dihydrogène, dans lequel se forment des étoiles, des soleils. Oui, même au télescope, elle est magnifique. Ouais. Tu sais que bah oui, je te l'ai dit. Je l'ai vue il y a un mois et demi là depuis le Ventoux. Ouais, avec des jumelles aussi, j'adore la regarder. Mais oui, je l'ai regardée pendant des années avec juste des jumelles. Mais même à l'œil nu, je la regarde à l'œil nu. Je sais qu'elle est là, même si je vois pas grand chose, je la vois. Au Ventoux, j'ai halluciné. J'ai vu la couleur verte, quoi. C'est la première fois que je voyais une couleur et une nébuleuse sans rien. Et oui, Noé, tu sais que la première fois que je l'ai vu avec un télescope qui était le mien, c'est celui que tu m'as offert. Parce que Pingougou, que vous voyez là, qui dit magnifique, il m'a donné mon premier télescope, qui est le même que le premier que tu avais, Marion. Et ça me fait rire parce que sur la boîte de ce télescope, il y a ça justement. Parce que évidemment, c'est un objet emblématique de ce que les astronomes amateurs peuvent voir, quoi. Parce que c'est quand même assez facile de la trouver. Et voilà, on la voit pas comme ça, on n'a pas Hubble entre les mains, mais on voit quand même un truc vachement impressionnant. Pour peu qu'on ait un peu d'imagination, ou un peu de romantisme, je sais pas. Bref, donc au centre là, quasiment vraiment au centre de l'image, légèrement excentré à gauche, on a 4 toutes petites étoiles. Alors, vous les voyez pas, c'est normal, ou du moins ceux qui les connaissent les voient, mais voilà. Je vais vous offrir un petit zoom dessus. Euh, Non, ça c'est l'iris, ça va pas du tout. Voilà, zoom trapèze, tac. Voilà. Donc, vous voyez,
Ah oui, c'est vrai que vous ne voyez pas mon pointeur, pardon. Il y a 3 étoiles alignées quasiment au centre. Voilà, je remets l'image d'avant. Il y a 3 étoiles alignées quasiment au centre de l'image, hein, qui sont très proches les unes des autres, là, bleutées, juste au-dessus de celle qui est la plus à droite, vraiment dans le cœur jaune, on va dire, de la nébuleuse, il y a 4 petites étoiles très rapprochées. Ces 4 petites étoiles, ce sont donc celles-là. C'est le trapèze d'Orion, qu'on peut voir donc avec un petit télescope de 114 mm avec une focale de 900. Donc vraiment un truc à 200 € pour débuter. On les voit très bien. Peut-être pas aussi bien que ça, mais enfin on les voit vraiment très très bien. Et ben on peut les voir là aussi. Alors on va s'approcher un petit peu. Alors il faut savoir qu'elles ne sont pas aussi bien modélisées, les nébuleuses. Non. Je suis à quelle distance là? Ah ouais, 32 années-lumière. Bah ouais, tu m'étonnes qu'on voit rien. Elles ne sont pas aussi bien modélisées, les nébuleuses. Dans le logiciel, au départ, c'est des gens qui les modélisent un peu mieux. Voilà, donc on va rentrer dans la nébuleuse et on va se rendre compte qu'on a accès à ces 4 étoiles, le cœur d'Orion. Alors, comment j'avais fait pour les voir facilement? Est-ce que... Voilà, il faut abaisser un peu la luminosité. Et donc on voit assez nettement là. Voilà, le trapèze, il est là. Donc ça, c'est des bébés étoiles qui ont 300 000 ans. Tu vois que... Ah mais oui. Merci. Pardon, je suis désolé. Je suis un peu maladroit. Tu as raison. Hop là. Et hop là. Merci, merci Adrien, je suis désolé. Voilà, j'ai zoomé dans... Ouais, bah parce que je me suis oublié. J'ai zoomé donc dans la nébuleuse, et là on voit le trapèze donc de très près. Alors on voit plus d'étoiles, parce qu'en fait il y en a plus que 4. Alors je peux reculer un petit peu si vous voulez, pour qu'on ait voilà, la sensation de le découvrir vraiment. Voilà. Donc ça correspond à peu près à ce que je vous ai montré sur la photo. Avec, là on voit le trapèze, on a l'impression qu'il n'y a que 4 étoiles. Voilà, c'est ça qu'on voit au télescope. C'est à peu près cette taille-là d'ailleurs dans l'oculaire. Voilà. Je pense que tu dois me confirmer Marion. Et donc voilà, ce qui est super chouette, c'est qu'on peut rentrer dedans et les voir de près. Ah, ah tiens, peut-être je l'ai fait craquer là. Ah non. Suivre l'objet. Alors là, je le pousse un peu le logiciel, hein, on va pas se mentir. S'il me pète dans les doigts, faudra pas s'étonner, c'est pas très grave, hein, je le relancerai. Voilà, donc on rentre. Ouais, c'est gros dans le champ oculaire, ouais, carrément. On rentre vraiment dans le cœur là de la nébuleuse. On est dedans. Voilà, ces étoiles, on peut les voir de près. Donc c'est des étoiles bleues qui font, donc je dis qu'ils ont 300 000 ans environ. Ce qui, je vous le rappelle, ou alors elle est bleue, mais alors super foncée, ça veut dire que c'est une étoile qui doit être à 30 000 degrés environ, on va regarder, de température. Voilà, 38 000 K. Voilà, ça c'est un bleu vraiment vraiment intense, donc parmi les étoiles les plus chaudes qui soient. Donc ça c'est un bébé qui fait déjà voilà, 14 masses solaires. Donc ça c'est une étoile qui a 300 000 ans et qui vivra pas plus de 5 millions d'années grand maximum, qui explosera en supernova et qui quand elle explosera déclenchera probablement la naissance en poussant les gaz autour d'autres étoiles probablement plus modestes de type solaire. Donc peut-être que dans 5 millions d'années, il y a une étoile de type solaire et un système solaire qui se formera et des gens dans 3 milliards d'années qui regarderont d'autres nébuleuses en train de se former et qui peut-être un jour streameront et se retrouveront pour parler des beautés de l'univers ensemble. C'est envisageable. Alors, on arrive un peu à la fin de
de ce que j'avais prévu pour la séance. J'ai un dernier truc à vous montrer, mais avant, je vois qu'il y a encore pas mal de monde. S'il y a des choses que vous avez envie de voir et que j'ai pas montré, c'est le moment. Je vais retourner sur Terre. Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous feraient plaisir? Non? Pas de demande particulière? Je vous offre un petit zoom sur les Pléiades. Suite au prochain épisode? Ah bah oui, oh mais j'en ai, hein. Ne vous inquiétez pas, j'en ai. Alors, ok. Je vais donc faire ce que j'avais prévu pour terminer. On va en fait faire le chemin un peu arrière. Oui, parce que Marion, je ne sais pas si tu étais là au tout début, je disais que ce que j'avais envie de faire pour cette première séance, en fait, c'était en gros ce que je faisais au Planet avec Spacecrafter. Pas logiciel, le même scénario. Donc j'ai fait à peu près le même déroulé. Et là, on va faire le même. Donc j'avais commencé en montrant la Voie lactée, on est rentré dedans. On va faire le chemin inverse. Donc on va faire un joli zoom arrière, un joli travelling arrière. Donc voilà notre système solaire qui s'éloigne. Le soleil qui s'éloigne. Et là, on voit les étoiles proches qui s'éloignent aussi. Donc si je fais apparaître les constellations, ben voilà, elles ne veulent plus rien dire, on est déjà trop loin. Et on va bientôt voir la bordure, voilà, de notre galaxie. Et ben, on peut encore reculer. Alors je vais rajouter un tout petit peu de luminosité pour mieux voir les galaxies. Voilà. Donc là-haut, ici, là, ça doit être Andromède, je présume. Voilà, c'est Andromède. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le groupe local. Je vais les mettre au milieu. Voilà. Andromède qui est ici. Si je zoome rapidement dessus. Voilà, c'est une galaxie à peu près comme la nôtre. D'ailleurs, c'est un petit peu mystérieux. Hein. Quelqu'un rigolait en parlant de matière noire, etc. Mais moi, il y a des trucs qui m'ont toujours troublé quand même. Hein. Je vous en donne un petit détail comme ça. Adrien, tu files, merci d'être venu. C'était cool. Ouais, ça marche, ça marche aussi par rapport à ce qu'on a fait ensemble, ouais, carrément. Bah voilà. Et du coup, quand on fera notre duo, ça marchera très bien. Bah on en parlera, tiens, peut-être de ça, justement, ce que je vais évoquer là. Il y a plein de trucs qui sont choquants au niveau des masses. Hein. Typiquement, Andromède est censé faire à peu près 600 milliards de masses solaires visibles. Et la Voie lactée, 200 milliards de masses solaires visibles. Sauf que en masse gravitationnelle, et donc en matière noire en fait, on est à 1300 environ pour la Voie lactée, 1300 milliards, jusqu'à 2000 dans les estimations hautes. Et Andromède, seulement 1200. Donc Andromède serait censé avoir 400 milliards d'étoiles de plus, mais moins de matière noire. Je trouve ça quand même hyper bizarre. Il semble qu'il y ait un biais quand même. Enfin, après, je ne vais pas me mettre à la place des cosmologistes dont c'est le boulot et qui étudient ça depuis des années et des années. S'il y avait un loup aussi énorme, ils l'auraient vu. Mais on a vraiment, en tout cas de l'extérieur, l'impression qu'il y a un biais de la manière dont on paramètre notre Voie lactée par rapport à d'autres galaxies. Ne serait-ce que la masse de notre trou noir, par exemple, elle est vachement faible par rapport à la masse de tous les autres trous noirs des galaxies qu'on connaît, mais même des galaxies plus petites ont des trous noirs plus massifs que la nôtre. Il y a vraiment des trucs qui sont étonnants. Bref, voilà, là on est à 1,95 million d'années-lumière d'Andromède, ce qui est pas mal. On est à 1 million d'années-lumière de la Voie lactée, donc en gros, voilà, on est dans un parsec, on va dire. On est, tiens, là, ça c'est assez intéressant à dire, on est les plus mal placés pour observer notre galaxie. Oui, tout à fait, c'est sûr. Mais bon, il y a des paradigmes cosmologiques qui découlent de ces observations et qui me semblent étonnants. Voilà. Il y a d'autres choses hein, comme ça. Il y avait aussi. Enfin bon, on en parlera par rapport à l'énergie noire, justement, que je vais évoquer indirectement ici.
il y a des choses qui vont à l'encontre de dogmes type univers homogène, isotrope, etc. Bon, bref. Là, on est donc à peu près à la limite de la zone à partir de laquelle, enfin de la distance à partir de laquelle l'expansion de l'univers devient vraiment flagrante. En gros, c'est 3 millions d'années-lumière. Donc là, devant nous, on a le groupe local qui s'étend sur à peu près 3 millions d'années-lumière, c'est-à-dire Andromède, la Voie lactée et puis les quelques galaxies satellites qui sont autour l'une de l'autre. Mais ce qu'on voit autour, c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de galaxies. Et si on continue de prendre du champ, jusqu'à environ 250 millions d'années-lumière, donc là on ne voit plus d'étoiles, tout ce qu'on voit ce sont des galaxies, chaque petit point est une galaxie, chaque petit point. On peut se mettre là, au bord non pas de l'univers observable, parce que l'univers observable il est encore plus grand que ça, mais au bord de notre continent galactique. Voilà, là je tourne autour, donc tous les points que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'Aniakea. L'Aniakea, c'est elle qui l'a mise au jour. Enfin, elle n'était pas toute seule. C'était une dizaine d'astrophysiciens et cosmologiques qui ont travaillé à la caractérisation des courants galactiques, des galaxies qui sont de proche en proche les plus éloignées de nous. Et ils ont dressé une carte qui pourrait ressembler à ça. Donc le point rouge, c'est nous et Andromède. Et les espèces de fils blancs, c'est les courants galactiques dans lesquels on se trouve. Et l'espèce de cœur ou de poumon un peu jaune dans lequel il y a le filament central, c'est l'Aniakea, notre supercontinent. Alors il y en a d'autres, des supercontinents qui ont d'autres noms. L'Aniakea, c'est assez drôle, ça veut dire, de mémoire d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus parlé de ça, ça veut dire incommensurable horizon, il me semble. Incommensurable horizon. C'est en hawaïen, parce qu'une partie des mesures faites par Hélène Courtois et son équipe, et ceux qui ont bossé avec elle, ont été faites à Hawaï. Donc c'est l'hawaïen. Incommensurable, ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer. Et c'est drôle, parce que justement, c'est ce qu'ils ont fait, de mesurer ces galaxies. Et il y a une photo qui a énormément marqué le monde de l'astronomie et qui nous a probablement ici tous marqué. Cette photo, c'est Pale Blue Dot, on en parlera un jour. C'est Carl Sagan qui avait demandé, alors que la sonde Voyager était déjà à 6 milliards de kilomètres de la Terre, avait eu l'idée tout à coup, en se réveillant un matin, d'envoyer un programme dans la sonde pour qu'elle se retourne et qu'elle prenne une photo de la Terre à 6 milliards et demi de kilomètres. Oui, paradis incommensurable. Merci Blandine. Et cette photo a marqué beaucoup de gens parce que voilà, c'était une vue de la Terre, le pâle point bleu. C'était une vue de la Terre et de notre monde à 6 milliards et demi de kilomètres, et c'était un tout petit point bleu dans l'univers. Alors là, c'est pas une photo, parce que de toute manière, l'Aniakea, on peut pas le prendre en photo, on peut prendre en photo un petit bout de l'Aniakea. Mais là, on a une vue globale du placement de toutes ces galaxies. Et donc, je vous rappelle que chaque petit point est un ensemble de 200 milliards de soleils et de peut-être 2000 milliards de petits points bleus comme la Terre, enfin, du moins un certain nombre dans chaque galaxie. Et en fait, je racontais ça comme ça, en séance de planétarium. Je disais, un truc qui est vrai, c'est qu'une des toutes premières visites que j'avais faites faire quand je travaillais là-bas, à la fin, un monsieur m'avait dit, un monsieur d'une quarantaine d'années, oh, c'est vachement bien tout ce que vous nous racontez, mais en fait, à quoi ça sert de savoir tout ça? Je sais plus ce que je lui avais répondu. Je pense que j'avais gardé mon sang-froid, mais les bras m'en étaient tombés quand même. Alors, est-ce qu'il avait juste voulu me provoquer ou est-ce qu'il était sincère? Bon, à quoi ça sert? Les choses qui servent ne sont pas les choses les plus belles. Hein. Une fourchette, ça sert. Un chapeau, ça sert. Bon, les choses qui nous nourrissent réellement n'ont pas d'utilité propre comme des objets. Mais en tout cas, et d'ailleurs c'est la question qu'on avait posée à Carl Sagan quand il avait voulu qu'on fasse cette photo Pale Blue Dot, on lui a dit mais quel est l'intérêt scientifique d'une telle photo? Mais aucun, il n'y a pas d'intérêt scientifique.
C'est un intérêt humain. C'est pour montrer aux êtres humains ce que nous sommes et quelle est notre place dans l'univers. Ben voilà, Hélène Courtois et les gens qui ont travaillé avec elle il y a quelques années ont ajouté une belle pierre à cet édifice quand même, qui est celui de notre positionnement dans l'univers, de l'homme face à l'immensité de l'univers et ses connaissances. Euh, et voilà, il y a un autre truc qu'on m'avait dit aussi en séance de planétarium, pareil, c'était une des premières séances. J'avais un discours peut-être un peu plus convenu sur l'homme minuscule. Ouais, une ligne à notre adresse, ouais. Sur l'homme minuscule dans l'univers, etc. Et il y a un monsieur qui m'a dit, mais excusez-moi, jeune homme, parce que oui, j'étais un jeune homme à l'époque, vous avez l'air de dire qu'on est insignifiant dans l'univers, mais je suis quand même pas d'accord avec vous, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la seule civilisation pensante dans l'univers. Jusqu'à preuve du contraire, il a raison. Euh, et donc, jusqu'à preuve du contraire, l'univers ne peut se connaître que grâce à nous. Et je trouve qu'il avait raison, ce monsieur. Et que c'est bien de le rappeler de temps en temps. Voilà, on a quand même fait des trucs chouettes. On a envoyé des primates dans l'espace, on a photographié la Terre depuis la Lune, on a caractérisé 100 000 galaxies. Bon, en réalité, il y en a 5 000 qui ont vraiment été caractérisées, et grâce à une extrapolation mathématique, ça permet de placer 100 000 galaxies, que vous avez à l'image là. 100 000 galaxies. Voilà, c'est chez nous. Alors, je vois qu'on est moins nombreux qu'au début, on est plus que 7, vous êtes plus que 6 à suivre. Mais voilà, on est arrivé au bout de ce que je voulais vous montrer. Mais en tout cas, merci à tous d'être venus, c'est vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui ne sont pas endormis. Merci Lolo, dis donc, t'as suivi jusqu'au bout, hein. Bravo, merci à toi. Merci Simon, c'est super gentil d'être venu. Merci Marion, merci à tous. Merci Noé, c'est cool. Bah ouais, je mets le prochain, puis on le fera ensemble. Et merci Fab. Allez, allons tous nous reposer. Ah, 2 heures quand même, hein. On a bien tenu le coup. Allez, à très bientôt, merci à tous. Et puis jeudi prochain, on continue. Voilà, amusez-vous bien. Merci. Salut.